Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de KatchaCast où on va vous parler un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie d'actualité, vu qu'on va un petit peu couvrir ce qu'on a vu récemment et on prend l'excuse, bien entendu, tant qu'à faire, de la sortie du marronnier, le WrestleMania, dernier en date de ces deux soirées, émerveillés ou pas, vous allez savoir dans pas longtemps, mais aussi d'autres événements que les copains vont lister. Et les copains d'abord, comme dirait l'autre, c'est bien, il y a Félix. Salut Félix. Salut Mehdi. Et nous avons Michael. Hello. Hello. Et votre cher hôte, comme d'habitude, hein, Mehdi. Et on se lance, on va pas perdre plus de temps. On va cesser, je pense, pour parler familièrement et concrètement, le gros morceau WrestleMania pour la fin. Et je vous laisse, les amis, décider. Je crois que un certain Bloodsport se profilait et qu'il a été vu communément par toi, Michael, et par toi, Félix. Donc peut-être que ça peut être un moyen d'ouvrir cette émission recap. Oui, d'autant que chronologiquement, c'était, je crois, presque le premier show du WrestleMania Weekend. Parce que bon, ceux qui nous écoutent là, vous avez vu le sujet, on va parler de WrestleMania et du WrestleMania Weekend. Donc c'est le show incontournable de l'année de la WWE et du catch en général, où se greffent des dizaines de shows de catch indépendants. Dont les shows de la Game Changer Wrestling, donc qui opère quand c'est le WrestleMania Weekend sous le nom de The Collective. Et le premier show de cette série-là, c'est Josh Barnett's Bloodsport 8. Donc Bloodsport comme le film avec Jean-Claude Van Damme. À voir absolument. Donc Bloodsport, c'est un peu un ovni dans le monde du catch, dans le sens où c'est un ring sans corde. Ouais. Où les règles sont un peu particulières, on ne peut gagner que par KO ou soumission, et c'est vraiment un catch très proche du MMA, un catch presque trop réaliste, dans le sens où c'est presque plus du catch quoi finalement, mais ça reste des matchs à issue prédéterminée avec des catcheurs. Et souvent c'est des oppositions de style. Parfois on voit des catcheurs qu'on s'attend pas sur ce show-là à avoir des styles de combat vraiment pugilistiques ou enfin par exemple dans ce show-là, pour vous donner un exemple, il y avait l'ex John Morrison, John Hennigan, qui est pourtant, il fait de la capoeira, on le sait, et il s'en inspire beaucoup pour catcher, mais c'est un catcheur très flamboyant, très voltigeur, qui fait pas forcément du combat sur le ring, et en plus il a un côté comique. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vu à la WWE, il jouait avec des pistolets, il jouait avec des pistolets à eau avec The Miz quoi. Voilà, donc il était sur ce show et il était en mode karatéka quoi par exemple, et il a vraiment catché comme entre guillemets comme s'il était dans l'octogone quoi. Il a catché comme Jaja. Exactement. Juste j'ouvre les hostilités là-dessus. Yes. Moi c'est un rendez-vous pour moi, Bloodsport, je le suis depuis le début. Moi j'ai une fascination pour ce type de catch entre guillemets. Et si vous voulez découvrir un peu à quoi ça peut ressembler et pourquoi on appelle ça Bloodsport et pas juste MMA wrestling genre, il faut voir le match de Jon Moxley et Biff Busick. Donc Biff Busick, c'est l'ancien Oni Lorcan à la WWE, hein, qui a été
licencié il y a peu, et donc comme des gens comme Timothy Thatcher ou Ember Moon qui redevient Athena, Tony Storm, enfin Tony Storm c'est un peu particulier, mais toute cette vague-là est redevenue disponible un peu en amont du WrestleMania Weekend, donc ils sont dans pas mal de shows du WrestleMania Weekend, dont celui-là. Et Moxley contre Bisping, déjà c'est vraiment ils se mettent dessus, c'est impactant, ça va vite, c'est agressif, c'est explosif, il y a de la sueur, la bagarre. c'est de la bagarre quoi, c'est vraiment de la bagarre. Il y a des trucs un peu techniques, hein, mais c'est de la bagarre, et puis il y a du sang. Et il y a du sang, mais en veux-tu, en voilà quoi. Donc c'est un super exemple pour moi de Bloodsport. D'accord, donc plus qu'à la... Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé toi Mika de ce match ou du show en général. Rappelons que le sang ne fait, en soi ne fait pas d'un match un bon match quand même. Ouais, Mais oui, le truc c'est que justement le match de Moxley, c'est pas ce que le plus facile à voir. Alors, je le conseille aux gens, mais justement celui-là il est vachement spectaculaire et tout. À la limite on aurait pu l'imaginer presque ailleurs. Alors que moi c'est la première fois que je voyais Bloodsport. Et je trouve qu'il y a pas mal de matchs un petit peu, comment dirais-je, un peu tristoun, parce que justement, il y a le côté un peu MMA où ils essaient de se s'immobiliser au sol et tout, mais du coup, c'est pas forcément très spectaculaire ni rien, quoi. C'est un peu dur à suivre. Et comme ils ont un peu tous le même style, donc du coup, bon, j'ai trouvé que c'était un peu monotone, on va dire. Mais c'est clair que, par exemple, ce match-là et quelques autres matchs étaient vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Yuya Uemura et Mike Bailey, ça. Moi, je connaissais pas Mike Bailey. Donc, du coup, j'ai trouvé ça bizarre parce que Mike Bailey n'a. Enfin, ce match était vraiment fait pour mettre en valeur Yuya Uemura parce que j'ai pas vu grand chose d'intéressant de l'autre, en fait, hein, dans ce match. Et en plus, il a perdu. Donc pour le coup, j'étais un peu étonné parce que j'entendais parler de lui, mais là, j'ai pas vu grand chose. Mais je crois qu'il était dans plein d'autres shows. Avec Bailey, coup, il a le record du week-end. ouais. En 3 jours, il a fait 9 matchs. Ce qui est un peu particulier dans ce week-end, c'est que du coup, on a un peu les M-catchers dans tous les shows, parce que du coup, ils tournent vachement. Donc, c'est du coup, Moxley, il était dans ce show-là, et en plus dans l'autre show de Belanek, qui était au même endroit, juste après. Donc, il doit, du coup, je sais pas si c'était le même soir, mais j'ai l'impression que c'était le même soir en plus. Il me semble que Spring Break Part 1, c'était le lendemain soir. Ah, le lendemain soir. Parce que Oui. du coup, ils sont dans des registres très différents, dans d'autres feuds, et ils font d'autres matchs, enfin, c'est un peu bizarre. Mais ouais, non, Club Sport, c'est assez marrant quand on connaît pas, oui. En effet, ça peut être rigolo. Après, j'ai trouvé par exemple que c'était un match de Minoru Suzuki, du coup. Et en fait, c'était le main event d'ailleurs, hein, avec Suzuki. Contre qui il était déjà. Chris Dickinson. Ah oui, Chris Dickinson, que je ne connaissais pas. Euh, et là, j'ai trouvé que Suzuki, lui, en fait, s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà un style un peu MMA à la base, parce que je crois qu'elle a fait du MMA et tout. Donc voilà. Et c'est l'un des co-inventeurs, l'un des pères du MMA hein, au Japon, hein, si on doit vraiment retracer Oui, mais l'histoire après, du MMA. lui, il était toujours dans une espèce de truc assez théâtral, avec la façon dont il jouait et tout et tout. Ah, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non, il était hyper sérieux. Hein. Ouais. Mais là, du coup, j'ai trouvé il sortait presque un peu du nord par rapport aux autres, quoi. Il était un peu trop dans ses manières, tout ça. Et puis il est parti comme un heel, tout ça. Donc, enfin, ça faisait un peu. Mais là, il y a quand même. Il y en a un autre qui est parti comme un heel aussi, je crois. Parce que normalement, ils sont censés se serrer la main, tout ça, c'est très sportif, en fait. Il n'y a pas vraiment de shenanigan ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même quelques matchs où il y a des trucs un peu. Je sais plus, il y en a un, je crois, qui est un espèce de grand bourrin là, qui est parti en faisant la gueule, sans serrer la main. Est-ce que ce serait J.R. Kratos, celui qui était contre Timothy Oui. Thatcher? Et il était Oui, super tout ce à match fait. d'ailleurs. Ouais. Ouais, et j'étais content de revoir Timothy Thatcher. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des Moi aussi. Je ne savais même pas qu'il avait été viré de NXT. Ah, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu comme beaucoup d'autres. Mais moi, ça sera très succinct. Un, je n'ai pas vu. Et deux, alors je laisserai sa chance au produit, mais j'avoue que j'ai pas réussi. J'en avais déjà parlé à Félix il y a
il y a une ou deux éditions, je crois, où j'avais tenté sous sa hype de suivre le truc, et en fait, j'arrive pas dans ce truc hybride, trop hybride. Pourtant, j'aime bien les approches mixtes et tout, quels que soient les domaines, mais là, voilà, Ah oui, c'est ça passe particulier, pas. c'est un peu comme certains fromages, tu vois, on te dit qu'ils sont super bons, mais Ça, t'as pas trop envie de croquer, quoi. non, ouais, après les fromages c'est un mauvais exemple parce que voilà, le frometon c'est la vie. Mais ouais, je sais pas, c'est très bizarre. En réalité, alors attention, hein, toute proportion gardée, c'est autrement plus soigné en termes de sport de combat et de catch en règle générale. Mais ça m'a rappelé, bon c'est un visuel beaucoup plus chiadé hein, qui cultive là-dedans, mais cette période là pseudo underground de la WWE. Où il cachait Ah, là dans les souterrains, le terme m'échappe. Raw Underground avec Bon bah Shane voilà, McMahon. c'est ça, c'est bien underground, ouais. J'avais un vague doute. Donc C'était un peu la même idée, hein, franchement. C'était du copiage total, ouais. ouais, donc alors attention, hein, c'est autrement moins cheap que ce soit en termes d'image, parce que Félix et Michael aussi d'ailleurs, ils sont très sensibles et même de combat, mais voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc bon. Est-ce que vous auriez un match vraiment qui se démarque à recommander Bah, l'un je après crois qu'on l'autre? l'a dit l'un Ouais. et l'autre. Moi, c'était Moxley, Beef Usyk, mais après, il y avait d'autres trucs à voir, hein. Il y a un finish, Non mais il y a un finish de Ninja Mac et Yuya. Ninja Mac, c'est plutôt un luchador. Et ce qui est marrant, c'est quand il arrive, il enlève son masque. En mode, non, là, je vais pas catcher comme d'habitude, quoi. Et je vais catcher avec ma tête. Enfin, c'était très particulier, quoi, comme façon de faire. d'accord, Et faut quand même pas avoir pas mal de codes et de culture catchesque, ouais. elle aussi underground. Donc moi c'était mon préféré, c'était Yuya Uemura contre Mike Bailey. Mais Ok, après je suis assez fan de Yuya Uemura, donc bon, voilà. ça aide. Cool. J'étais content de le voir là, ouais. Et t'as découvert Mike Bailey, c'est toujours chouette. Ouais, là c'était pas, je pense que je le verrai dans, il était pas très mis en valeur je trouve là, mais bon, faudrait que je si vois tu d'autres veux le choses en voir, réalité. si tu veux le voir bien mis en valeur, comme ça, j'en parle et c'est fait. Il faut que tu vois son combat contre Bandido en ouverture du WrestleCon Super Show. Ok. Parce que WrestleCon, c'est la convention catchesque du WrestleMania Weekend. C'est des gens qui n'organisent que des shows à ce moment de l'année, pour rappel. Et donc, il a fait un super match, beaucoup plus dans la voltige et la lucha libre contre Ouais, tu m'étonnes. Bandido. Et en plus, c'est la première fois pour ce show-là, et la première fois tout court que j'ai vu ça, ils voulaient octroyer une espèce de bonus de $5000 à partager en deux ou à plusieurs au match de la soirée pour les fans. Et c'est évidemment ce match-là qui a reçu le titre de match de la soirée de la part des spectateurs. Et donc, ils se sont partagés $2500 chacun. Voilà, vraiment un coup de bandit, c'est le cas de le dire, hein, c'est raccord. Mais en tout cas, oui, Mike Bailey, Bandido, moi je signe direct d'ailleurs, il faudra que je vois ça parce que, à titre personnel, j'ai accumulé pas mal de retard, probablement que vous aussi, les fans de catch, si vous n'êtes pas en train de découvrir déjà les trois quarts des trucs qu'on vous dit, c'est aussi tout l'intérêt du Catch à Cast. Très bien, donc continuons avec... Alors, moi du coup, Oui, moi j'ai vu que la première partie du Joey Janela Spring Break. eh ben parfait. Donc, je l'ai pas tout vu parce que j'ai un peu regardé que les matchs où il y avait des catcheurs que je connaissais. Mais Ouais, alors, du coup, en plus, je me souviens plus trop. Je me souviens beaucoup. Il y avait, parce qu'en plus, on a beaucoup parlé de Stone Cold dans son match, mais il y avait X-Pac qui avait un match aussi, mhm, dans le genre cinquantenaire catch. Donc X-Pac, hein, ex-Wall Street Kid, pour ceux qui se souviennent. Alors du coup, c'était du catch très très. Moi, j'appellerais ça un peu trash, mais pour le coup, le match c'était avec. Alors c'était, je me souviens plus, c'était avec X-Pac, c'était X-Pac contre qui? Vous vous souvenez, vous? C'était contre Joey Janela. Ah oui, c'était contre Guadalajara, voilà. Et alors c'était hyper stylé. Il lui a fait des brainbusters, mais abominables. ça valait le coup Euh, qu'il organise le euh, truc si tu te souviens même pas de son nom. Bah non, mais moi, Guadalajara, j'ai jamais été. Enfin, je l'ai vu un peu à AEW, c'est tout, mais au début, mais Oui, oui, sinon, je le connais pas, hein. pour la blague. Mais en tout cas, ouais, c'était assez impressionnant de voir X-Pac là-dedans. Après, là où le match est quand même assez mauvais, c'est qu'il y a un côté. Et puis, il y a ce qu'on reproche assez souvent au KFRD. C'est-à-dire qu'ils font des spots de balade hyper dangereux, mais
il n'y a aucune espèce de hiérarchie, ils vendent pas un truc, puis ils vendent un truc derrière, qui n'a rien à voir. Enfin, c'est un peu. Là, typiquement, X-Pac s'est pris des. En fait, ils se prennent des espèces de coups, on a l'impression qu'ils vont être morts et que ça va arrêter le match, mais ils vendent pas. Et puis le match se termine sur un super kick ridicule. Enfin, il y a un côté très très. Il n'y a pas de psychologie du tout, en fait. C'est un peu la logique de la maison, hein. C'est de toute façon c'est le côté très footrack dans la proposition des shows de Joey Janela, toujours un peu excentrique aussi, hein. Je me souviendrai toujours pendant la période Covid, enfin en tout cas confinement de ce match entre avec distanciation sociale, enfin distanciation mesure physique, pardon, parce que distanciation sociale ça veut rien dire, on le savait. Et donc c'était assez magique, comme des matchs genre combattre l'homme invisible, enfin ce genre de bêtises là, mais donc je suis très 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 friand. Et le côté que tu décrivais aussi, Michael, je pense c'est dans l'héritage aussi un peu backyard, encore plus footrack que footrack, où ça part dans tous les sens, donc c'est un peu un mix entre de l'indé et du backyard wrestling. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler de cette appellation, le backyard wrestling c'est du catch littéralement qui est organisé dans la cour du jardin, derrière la maison, si vous avez effectivement un petit jardin, et donc c'est des shows avec des sauts dans des piscines, ça saute d'une caravane, enfin voilà, c'est complètement absurde et surtout avec les moyens du bord et très très risqué parce que niveau protection c'est pire que le catch indé. Voilà. Félix, je sais pas si t'as regardé un petit peu ce show de Joey Janela. Alors, je comptais le regarder, mais bon, on a que 24 heures dans une journée. Ah, si pas. J'en ai déjà téléchargé en avance et que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais oui, puis Joey Janela Spring Break, pour rappel, c'est aussi un show organisé par la Game Changer Wrestling, donc les mêmes organisateurs que Bloodsport. C'est au même endroit. Comment ? C'est au même endroit exactement. Oui, bah c'est comme WrestleCon, ils font plusieurs shows dans le week-end, mais c'est toujours au même endroit. J'imagine que c'est plus pratique. Et ouais, Joey Janela Spring Break, ça a toujours été depuis quelques années, c'est l'événement du WrestleMania Weekend. Donc et là, il est en 2 parties, voilà. Moi, il y a beaucoup de matchs qui m'avaient intéressé. Je sais pas si tu les as tous vus, mais il y avait celui-là. Parce que ça part de X-Pac qui a recatché avec Joey Janela en équipe et Joey Janela lui a mis un coup dans le dos. Voilà. Il y avait un match avec les Briscoes, il me semble, par équipe. Je sais pas si tu l'as vu, Michael. Non, en tout cas, pas le premier jour, parce que je suis en train de regarder la carte là. Mais en fait, j'ai pas vu grand chose. Hein. Et tu as vu Moxley ? Alors, Moxley, je me souviens l'avoir vu, mais je me souviens pas du match. Parce que, pour rappel, John Moxley, c'est aussi le champion de la GCW. Hein. Là, je me suis posé la question, il n'a pas du tout sa ceinture, il n'a même pas les double ceinture de la GCW. Alors qu'il pourrait l'amener, mais bon. En tout cas, c'est intéressant. C'est une histoire d'image. Le fait que tu t'en souviennes pas, si on devait résumer au niveau du show, Michael, un match que tu retiens ou à peu près, parce qu'on sent que c'est pas trop ta tasse de thé. Ouais, c'est ça dont j'ai parlé. Non. Okay. Après, le nom et le Moxley, c'était contre Edge Gray que je connaissais pas. Pour me souvenir, c'était quand même pas trop mal, hein, mais j'ai vu tellement de catch en fait ce week-end que bon. Et Jay Gray, c'est une des stars de la GCW. C'est un champion d'ailleurs. Je crois que c'est le champion extrême. Je sais plus. C'est un titre mid-card. Un titre merdique. Un titre merdique. Non, bah si, parce que on sait pas trop à quoi il sert. Il s'est pris un sacré bump d'ailleurs à leur show au Hammerstein Ballroom. On en parlait dans notre épisode de la Ring of Honor. Alors pas le bump, mais ce show-là en particulier. Et c'est un gars qui organise aussi un peu comme le fait Joey Janela pour Spring Break. C'est lui qui est entre guillemets organisateur de leur show qui s'appelle For the Culture, pour la culture, avec mon accent caca, qui est un show plutôt qui joue sur la culture afro-américaine, où on met vraiment en avant les catcheurs afro-américains, etc. Ok. Et s'il y avait un match, ce serait celui-là que tu voudrais voir ? Je dis bien voudrais, parce que pour l'instant, tu n'as pas eu l'occasion de voir tout ça. Il y a beaucoup de choses... Un seul. On ne triche pas.
Non, je serais peut-être plus Hmm. tenté pour Janela X-Pac, parce que ça m'intéressait leur duel. Ok, d'accord, quand même, il a quand même le père Joey à tes faveurs, comme dans Friends d'ailleurs, comme quoi. Bon. D'ailleurs, j'allais faire une blague très référencée, seuls les fans de Friends comprendront, mais quand il y a eu le Monday Night Raw avec Kevin Owens, on y reviendra un peu après celui qui a eu lieu après WrestleMania, j'ai pensé au fameux Damn New 15s de Joey, parce qu'il prenait l'excuse du fait de ne pas avoir eu l'occasion d'aller à la salle, de pas non, cette fait mal en se musclant en allant à la salle. D'ailleurs, c'est un peu ironique vu ce qu'on vous a raconté sur l'émission qu'on vous a concoctée sur Kevin Owens. Justement, alors on va continuer, ce qui nous amène à quel show, Joey Si, Daniela peut-être. Oui, peut-être. Ouais. NXT Alors du Stand coup, and Deliver. Ouais, ouais. et ben, Michael, on te laisse lead parce que du coup, Moi, je suis tu l'as arrivé. regardé Alors, plus attentivement que moi. j'ai pas vu le kick-off, donc j'ai raté. Là, je suis en train de voir la carte. J'ai pas vu. Il y avait Toxic Attraction contre Dakota Kai et Rachel Gonzalez. Non, mais de ce que t'as vu, qu'est-ce qui t'a époustouflé ou pas? Je pense quand même que, enfin, ça restait pas du tout au niveau des takeovers d'avant. Hein. Donc, franchement, le premier On est match, d'accord. qui était un match à plusieurs, était, je pense, le plus sympa. Oui, surtout que Parce c'était le qu'après, premier show, le premier show de la nouvelle vague, entre guillemets, de la version 2.0. je sais pas s'il y avait pas déjà eu Ah un. non, non, c'est Je, pas le je premier. Ah, crois c'est le pas, premier. hein. Ah, ouais, Je ok, crois que c'est le ok. premier show en dehors du Performance Center, enfin du Ah d'accord. Capitol Wrestling Center. Donc c'est le premier show vraiment avec un public dédié, etc. Enfin pas dédié justement. Et Ouais, un le gros problème, public, c'est quoi. Plusieurs milliers de personnes en tout cas. ouais, il y avait le match, les matchs à plusieurs sont les meilleurs en fait. Il y avait donc Carmen Hayes contre Santos Escobar contre Solo Sikoa, Grayson Waller et Cameron Grimes. Un C'est- match avec elle qui était assez C'était, sympa. c'était mon match préféré, moi, du show. Ouais, pour le coup, vraiment Ouais, sympa. j'y Après, reviendrai bon, les après. matchs en solo, genre Tony dans le jeu contre Thomas Ciampa, c'était pas passionnant. Le match en équipe était bien aussi, pour le coup. Euh, Après, bon, voilà, et le main event, moi, je suis désolé, mais Dolph Ziggler dans un main event de Putain, Takeover, bon, c'est pas au possible, quoi. secours, au secours. Non, 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 mais même si c'était lui, je veux dire, en plus quand on voit, on y reviendra encore, j'anticipe beaucoup, je suis désolé, hein, mais je pense que si vous écoutez le récap, c'est plus pour nos opinions et que vous avez pas peur du spoil ou alors que vous avez déjà vu, mais quand on voit en plus ce que ça a donné après dans l'Euro Aftermania, bref. Ouais, moi je retiens vraiment le ladder match avec Cameron Grimes qui a gagné, très To the mérité. moon! To the moon. Et non, j'ai beaucoup d'affection pour ce gars-là, pour la qualité de son catch et pour le bonhomme. Enfin, voilà, ce qui en tout cas, ce qu'il vend en tant que personnage. Et j'étais très touché parce que effectivement, bon, ils ont vachement, c'était pas très subtil, hein, mais ils ont vachement tiré la corde de vouloir absolument lui dire c'est le titre que vous avez gagné alors que votre père est mort il y a pas très longtemps, etc., etc. Il a fait très sobre d'ailleurs en termes de réponse, c'était assez cool et il est pas parti dans le côté larmoyant de la WWE habituelle ou peut-être qu'il n'était pas en état aussi puisque on se De, sentait. de qui, de Enfin, qui on parle? De qui on parle juste? Cameron Grimes qui a perdu son père Ah il y a pas d'accord, longtemps. je savais pas pour le coup. Et Ok. qui a effectivement gagné donc ce fameux titre, cette ceinture de North American Champion. Voilà, très sympa, du beau ladder match comme la WWE peut nous en faire et en particulier NXT. Voilà, pour moi ce que j'en retiens. Le reste, le match féminin était calamiteux parce que moi j'en peux plus. Enfin, Mandy Rose, elle suit pas quoi. Elle ne suit pas quoi. Tu mets un Fatal 4-Way avec des nanas pareilles et tu la mets elle au milieu, mais c'est calamiteux quoi. C'est vraiment calamiteux. C'est l'époque. C'est vraiment l'époque où on voulait te vendre à tout prix Nia Jax, qui a jamais vraiment plus su catcher que ça, et Dieu seul sait que j'étais hyper hypé par elle à l'époque, mais où il n'y a jamais eu effectivement la marge de progression suffisante, et puis tous les risques effectivement de blessures qui vont avec. Bon, je sais pas pour Mandy Rose, qu'elle a pas beaucoup catché ces dernières années avant son son retour à NXT, mais ouais. Bref, bon, vraiment celui-là par contre c'est mon match à oublier, parce que j'ai hâte de voir ce que les autres peuvent faire sans elle, quoi. Voilà.
tout cas pour ce NXT, pas très je vais pas être très sympathique avec la WWE de toute façon là sur cette période WrestleMania Weekend. Avant de passer à WrestleMania, peut-être juste un petit mot sur Supercard of Honor, parce que je sais que ça vous intéresse, mais vous l'avez pas encore vu ce show. Oui. Mais c'est un show d'importance, c'est-à-dire que c'était censé être le show de la réactivation de la Ring of Honor. On vous en parlait encore une fois dans le podcast sur la Ring of Honor. Après le rachat par Tony Khan entre-temps. Oui, bah justement, tu brûles les étapes. Mais c'est parce que tu brûles de désir et de passion pour le catch. Le Final Battle dernier, donc 2021, était censé être le dernier show de la Ring of Honor avant Supercard of Honor, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse pause administrative et opérationnelle de la compagnie pendant ce temps-là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été laissés partir, quoi, enfin, entre guillemets. Et entre-temps, on a su début mars, donc un mois avant Supercard of Honor, que Tony Khan, le président président et propriétaire de l'AEW, avait finalement racheté, enfin en tout cas avait signé un accord pour racheter la Ring of Honor et tout ce qui va avec. Notamment la bibliothèque de médias, toutes les vidéos, toutes les archives de la Ring of Honor. Et donc Supercard of Honor, ça devait être son premier show en tant qu'organisateur et booker de la Ring of Honor. Alors après, au niveau technique, au niveau diffusion, au niveau contrat, tout ce qui est administratif, c'est resté sous la houlette des précédents propriétaires, des précédents patrons qui sont Sinclair Broadcasting Group. On vous racontait qui était qui était cette entreprise médiatique propriétaire de la Ring of Honor précédemment. Et donc voilà, donc c'est quand même Tony Khan qui a booké le show en opposition totale avec son propre show télévisé Rampage à la télévision américaine quand même. Mais il a tenu à faire le show qui avait déjà été prévu d'avance, qui avait déjà eu des tickets vendus, etc. Et puis il en a profité pour mettre des stars de l'AEW sur la carte, quoi. Voilà. Et donc sans spoiler, promis. Moi, parce que t'es un spécialiste. Ouais, non mais c'est juste une recommandation. Je vous recommande absolument, pour plein de raisons, mais notamment catchesque évidemment, je vous recommande absolument de voir FTR contre les Briscoes. Donc FTR, une équipe de l'AEW, qui est passée par la WWE avant évidemment. Et les Briscoes ils sont 12 fois champions par équipe de la Ring of Honor. Ils ont été dans le premier show de la Ring of Honor alors qu'ils étaient tout jeunes. C'est vraiment les patrons, quoi. C'est les tauliers de la Ring of Honor à ce niveau-là. T'as oublié de dire que FTR est sacré, eux sont aussi sacrés avec une ceinture qui ne vient pas des États-Unis, par contre. Ceinture par équipe de la AAA, donc l'une des grosses compagnies mexicaines. Et les Briscoes qui, juste avant, donc pendant ce mois de transition, entre guillemets, ont été nommés au Hall of Fame de la Ring of Honor qui s'est ouvert cette année. Hall of Fame de la Ring of Honor qui accueille aussi CM Punk, Samoa Joe et Bryan Danielson. Ça fait un putain de panthéon d'un coup. Ouais, preuve que la Ring of Honor c'est ça, quand même. Ouais, carrément. Donc voilà. Je vous recommande absolument ce match. Contrairement de voir le show en entier parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Ouais, je pense. Et contrairement à ceux sur quoi on aurait pu se jeter spontanément. Ils sont pas forcément bonnes. Ils sont parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois étranges. Mais je veux pas te développer plus que ça. Comme dirait le roi d'Hyrule, il suffit. Michael, je sais pas si tu avais une opinion avant qu'on passe à la suite sur ce. Non, moi j'ai pas vu pareil, donc j'avais envie de voir parce qu'on trouve le temps. On s'en reparlera en off. Très très bien. Très brièvement, c'est plus pour l'info qu'autre chose parce que c'est Félix qui m'en a parlé. Il y a également eu du Impact avec quelques petites nouvelles de là. On va pas s'épancher. Moult show, hein. Voilà, on va pas. Pour vous donner juste une idée, il y a eu
un show de l'Impact Wrestling, il y a eu un show de la New Japan, il y a eu d'autres shows de la GCW, il y a eu un show Lucha notamment de la GCW, il y a eu un show de la AAA aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Non, mais je voulais dire, je parlais de Impact parce que ça reste quand même pas mal dans la cosmogonie AEW et NJPW. Donc, enfin, surtout AEW, on va dire. Voilà, donc je m'arrête là-dessus. Et peut-être un petit mot, là aussi très bref, avant vraiment qu'on termine avec de main event, on va dire. C'est quand même le catch français, même si c'est un peu plus daté, qui est passé et qui arrive chez nous, parce qu'on a eu le droit, on parle de Bandido chez les autres, mais on a eu le droit à Bandido chez nous. On n'a pas fait de numéro dédié à ce moment-là, mais effectivement on a pu aller le voir avec une partie de la clique. On salue d'ailleurs Laure et Raphaël évidemment. Et grosso modo, voilà un chouette événement avec Bandido contre comment dire un, deux, trois, Aigle Blanc et Rick Salem, et il était presque émouvant, le Bandido, dans sa sincérité à la fin aussi, parce qu'il nous a fait un petit discours que c'était un rêve de venir à Paris pour lui, mais alors en plus d'y catcher, c'était le summum. Et c'était un show aussi très très touchant parce que c'était le dernier match aussi de Mariana et de Delia qui ont été championnes par équipe en logique intergenre. On le précise que c'est déjà encore un peu assez rare, même si c'est assez démocratisé aux États-Unis, mais extrêmement rare en France. Et voilà, c'est dommage. En tout cas, c'est aussi une occasion de leur souhaiter le meilleur pour la suite pour elles. Et puis un nouveau personnage aussi, Senza. Enfin, c'est ouvertement Senza Volto en méchant, masque, voilà, sans masque. C'est Roman Volto. Voilà, c'est Roman Reigns avec des téléha, comme on dit au quartier. Donc voilà, effectivement, ça on aura l'occasion de vous en parler, et surtout pour le futur, parce que c'est sympa de vous parler du passé, il y a un show de la PC qui arrive avec, excusez-moi, ni plus ni moins que Amal de NXT maintenant, et championne aussi VXB, enfin était championne VXB fut un temps. Donc peut-être on aura la chance d'avoir sa représentante officielle en France sous les traits de Sabine, peut-être, qui sait, Sabine pardon, qui je pense serait très bien placée pour être sa représentante à la PC en mode international, vu comment elle connaît le personnage, et civil et catchesque. Voilà. Donc suivez effectivement de ce côté-là la PC, parce que du catch de qualité en France on en a, mais pas des masses, et du catch féminin de qualité on en a encore moins, donc raison de plus si vous avez l'occasion, l'envie d'y aller. Bon, et ben on est parti les gars, j'ai beaucoup parlé, beaucoup avec Félix, donc on va te laisser, Michael, ouvrir le bal sur ce qui t'a marqué, ce qui t'a touché, ce qui t'a fait chier sur WrestleMania, qui s'est déroulé en 2 jours, 2 nuits plutôt. Voilà. Du coup, on commence les 2 nuits, du coup, on commence sur une nuit. Et on va simplement, sans faire un listing de tous les matchs, partir chaque nuit sur le plus emblématique. Donc on va commencer par la première. Il y a un incontournable, voilà. Voilà, donc pour moi forcément c'était le main event avec Stone Cold et Kevin Owens aussi. C'était mon match préféré, en l'occurrence. D'un point de vue catchesque, c'était plutôt Seth Rollins contre Cody Rhodes. Que j'ai trouvé bizarrement, pour moi, fonctionnait super bien, alors que il n'avait pas tellement de raison de fonctionner aussi bien que ça, vu qu'il n'y avait rien en jeu. C'est le genre de match que j'aime pas trop, parce que c'est des matchs un peu gratuits comme ça. En fait, je sais pas, ils ont réussi à créer on a l'impression que c'était un match hyper important, on a l'impression que c'était le main event et que c'était un match pour une ceinture hyper importante, parce qu'ils ont vraiment catché d'une manière qui faisait match très important, alors que non, en fait. Donc c'était assez impressionnant. Alors normalement, après, bon voilà, le troisième match, le troisième meilleur match, c'était qui est le meilleur match pour la plupart des gens, c'était Becky contre Bianca Belair le premier soir. Et en fait, je sais pas, il était parfait, mais je sais pas pourquoi exactement, mais j'étais pas complètement dedans, quoi. Ouais, moi aussi. Il y a un truc. Ah bah, on est 3 alors. Ouais, autant face à zut, comment s'appelle-t-elle, Sasha Banks. Sasha Banks, merci beaucoup. Ça s'était passé, mais
incroyablement bien. Il y avait une alchimie dingue. Il y avait ça, voilà, il y avait de l'électricité tout du long. Et puis Ouais. on a eu effectivement le summum avec le coup de Nat sur le bid qu'elle réitère en permanence avec des bons gros zooms sur les traces. Voilà. Ouais. Mais Mais là, pas cette fois-ci. pas cette fois-ci exactement. Je te laisse continuer d'ailleurs parce que j'ai pas grand-chose à Non, rajouter. non, c'est vrai que, mais après, moi, je suis jamais forcément hyper fan des matchs de Becky Lynch, en fait, hein. Je trouve qu'elle est un peu surestimée. Euh, et là, je sais pas, il y avait un truc, c'est aussi que, je pense, pour moi, le premier avec Sacha Banks, ça avait un côté un peu magique parce que c'était vraiment l'éclosion assez précoce d'une star qu'on avait vue et tout. Alors que là, du coup, comme ils font un peu le coup habituel du screwjob avec Becky Lynch, là, SummerSlam et tout ça, c'est con, mais en fait, ça casse un petit peu tout parce on est dans la dynamique un peu de bleu, qui d'ailleurs, bon, qu'on retrouve aussi parfois ailleurs, hein, c'est pas que à ce bleu, faut arrêter de dire ça en permanence, mais c'est de dynamique un peu catchesque comme ça de, oui, il faut créer la hit, alors elle va se faire voler son titre en 20 secondes, et puis voilà. Mais du coup, en fait, ça rend le tout un peu plus artificiel et un peu moins magique, je trouve. Donc, je pense que c'est une question de contexte. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça très à peu près. Le finish était sympa. Il y avait vraiment une montée en puissance avec le finish. Mais à part ça, c'était très à peu près. C'était assez sloppy, comme on dit. Enfin, c'était maladroit parfois. Becky Lynch, j'avais du mal à la prendre au sérieux avec son look de Mylène Farmer, là. Ouais. Ou de David Bowie de Lidl. Ouais, Ouais. voilà, au choix. Et effectivement, je pense que ils ont essayé de jouer la carte de non, mais en fait, ce qu'on a fait à SummerSlam, c'était tout était fait pour prévoir cette victoire à WrestleMania et boucler la boucle. De la narration sur le long terme, alors que de SummerSlam à WrestleMania, il y avait pas grand chose entre les deux, quoi. Et Bianca Belair, elle est restée quand même assez loin du main event pendant quelques temps. Et puis Bianca Belair, c'est pas n'importe qui. Son personnage, c'est censé être la meilleure, la plus rapide, la plus forte, etc. Donc d'avoir été surprise d'une part et ensuite battue aussi facilement comme ça à SummerSlam, ça a détruit plus que ce qu'il pouvait penser, je pense. Ça fait 2 fois penser du coup. Et je voudrais ajouter un truc. Moi, alors ça, là, c'est pas par rapport à ce match en particulier, c'est par rapport au booking en général. Et dans toutes les fédérations, en ce moment, je trouve qu'il y a une tendance qui est plutôt appréciée par les gens, qui est très appréciée par exemple à l'AEW. Moi, je trouve que ça casse un peu les choses. C'est que par exemple à l'AEW, on fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation en termes de booking où il y a un petit peu une tête un petit peu épique et en général il est assez bien foutu, mieux qu'à l'AEW, par exemple pour Adam Page. Mais la quête épique fait qu'on arrive à un match de pay-per-view où on sait que bon bah là il va gagner quoi. Et en général, alors fait par exemple quasiment tous les gros changements de titre à l'AEW, ça arrive dans un pay-per-view où les gens sont là, oui bon on savait qu'il gagnerait mais c'est quand même vachement bien. Moi je trouve que c'est quand même un peu dommage. Et c'est pareil, il y a par exemple parce qu'en fait c'est un peu l'histoire du screwjob et tout. Par exemple quand Ibushi à New Japan, il y a l'année où il doit tout gagner et il gagne rien parce que c'est Naito qui gagne tout. Et l'année d'après, c'est son temps à lui et son moment à lui et il doit tout gagner. Ouais, mais ça c'est très japonais ça. Oui, mais justement maintenant c'est un peu pareil partout, c'est-à-dire que je trouve que quand on construit des bookings autour de moments où on sait tous que le sportif va enfin gagner et on est tous très contents. Bah moi je trouve que je préfère quand il y a encore un doute jusqu'au bout quoi. Et donc il y a aussi un peu de ça quoi. Moi je te rejoins, hein, je sais pas pour Félix, mais le côté pour résumer ta pensée, c'est cette tendance un peu trop cousue de fil blanc quant à l'issue sur la montée en fait progressive. Ouais, d'accord. Je vais pas parler à sa place, hein, mais je suis là, je peux parler à ma place effectivement. Voilà, c'est mieux. Non, je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens où déjà il faut qu'il y ait une histoire derrière, c'est pas juste on va placer un champion, un futur champion et comme ça on peut dire qu'on fait de la narration sur le long terme, un peu comme l'exemple de Becky Lynch et Bianca Belair. Faut qu'il y ait une histoire aussi derrière qui soit nuancée, développée, etc. Mais je trouve que ouais, le plus intéressant c'est quand t'arrives à faire ça
mais que t'arrives à mettre un doute même petit. Quand par exemple c'était Kenny Omega et Hangman Page, bon là il n'y avait pas de doute. Hangman Page il allait gagner, sinon ça veut dire que c'était un... Que Kenny peut pas se reposer. Déjà, et puis que c'était une arnaque juste pour ah là là, vous pensiez vraiment qu'on allait faire ça, et ben on vous a eu quoi. Non, l'utilité du truc c'était que à la fin, Page soit champion, etc. Donc il y avait un but vraiment commercial, narratif pour ça, mais c'est vrai que on se doutait pas une seconde qu'il allait perdre. Alors que quand il y a vraiment un mini doute, quelque chose qui peut nous faire dire ah mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont changer d'avis parce que ça peut amener ça, parce que Kenny il a, je sais pas moi, il a pas signé encore son contrat, machin. Là il y a vraiment, je trouve, une excitation particulière derrière où pour le coup, le catch qui est prédéterminé, etc. Et ben là, on sait vraiment pas ce qui peut en sortir. C'est ce qu'on appelle du storytelling. Du coup, sur la nuit, alors moi je vais peut-être. Cody Rhodes peut-être. Non, je sais pas. Vas-y. Non. Alors j'ai pas. Non. j'ai pas boudé mon plaisir, mais en fait j'étais embêté. Je pense que je suis arrivé à saturation, et pas parce que c'est Cody et que je vomis, c'est Rimrich, mais c'est simplement parce que je sais pas, c'était trop entre guillemets pour moi, hein, trop attendu qu'on jouait comme ça avec les émotions du public, qui allait être cette personne surprise, et que là on arrive vraiment à une forme d'appauvrissement où il n'y a même plus de volonté de renouveler quelque chose du côté du roster et compagnie. Enfin voilà, c'est vraiment un truc, on fait du placement de produits hyper sécurisé, bref. Et alors moi, étonnamment, par rapport à ce que vous disiez de Bianca Belair, Becky Lynch, c'était tout aussi casse-gueule hein, par aspect, hein, mais j'ai pas été indifférent face au Charlotte Flair, Ronda Rousey, qui m'a rappelé effectivement le Triple Threat match dans un WrestleMania d'ailleurs, avec Becky Lynch en plus dans l'équation, où je trouve que Becky Lynch à l'époque était encore capable de me surprendre, et d'un catch sympathique, on va dire. Donc l'air de rien, bon, ça continue d'être de la Flair de rien. Flair de rien, ça continue d'être de la redite sur who is de badass, voilà, entre les. C'est un peu toujours ça, hein. C'est très souvent ça, on va dire. À la WWE, quand même, c'est comme le main event du soir suivant, hein, avec le biggest match. C'est toujours, il faut aller au-dessus du record, aller au-dessus de ça, qui est la meilleure dans ce truc-là, et ça va pas tellement plus loin, ouais. Ce qui est emmerdant, c'est que c'est tout particulièrement le cas pour les femmes, quoi. Donc parce qu'il y a une espèce de délire de légitimité qui, je pense, ne laisse pas suffisamment de place à une fluidité, à de la liberté, à voire même de l'excentricité, et au final ça donne un truc très lissé, beaucoup trop lissé. Donc mine de rien, mine de crayon, celui-ci quand même. Et alors, à grande surprise, alors pas forcément moi, mais en réalisant la réception du match sur les gens, j'ai une partie du The Miz Logan Paul contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Alors, pas pour le match, faut pas déconner, mais il y a deux trucs qui m'ont marqué, c'est que l'air de rien, les gens qui ont maté WrestleMania, dont c'est le seul show de catch toute fédération confondue de l'année, j'ai remarqué en ziotant à peu près, hein, c'est pas du TNS Sofres ni de la recherche de scientifiques en sociaux, j'ai remarqué qu'il y avait deux matchs qui les ont vraiment marqués. C'est celui-là de Miz Logan Paul contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio, et Stone Cold contre Kevin Owens, parce que Stone Cold en termes de légende, etc. Et c'est intéressant, sur un autre truc, j'ai en horreur, comme ce cher Mathieu, qu'on salue, ce Logan Paul, le mec, je le vomis par toutes les pores de ma peau pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente humainement, etc. Mais sur la logique showman, autant il était venu faire un truc assez Nasbrock, à part relativement bien vendre le stunner que lui avait mis auparavant lors d'un WrestleMania justement Kevin Owens, voilà. Autant là, il est vraiment, il y avait eu le gros pic avec Bad Bunny qui avait quand même mis un certain standard pour les guests qui viennent catcher pendant WrestleMania.
bah, il s'est vraiment bien démerdé, quoi. Je trouve que c'était propre, ça faisait vraiment le show. Plus le petit truc plot twist avec The Miz qui à la fin lui met un face crusher dans la gueule alors que c'est son allié en mode tu me voleras pas le haut du pavé. Enfin, voilà. Moi, Une petite info là-dessus, là. Ouais, bah écoute, vas-y, je t'en prie, mais simplement pour conclure, pas du tout pour les qualités catchesques en tant que telles, mais parce que pour moi, c'est vraiment un pur produit WrestleMania maintenant, encore plus vu comment c'est acté que de ce qu'est aujourd'hui WrestleMania en termes de produit. Ouais, juste pour l'info sur Logan Paul et The Miz. Bon, déjà pour Logan Paul, la performance, on va dire, sur le ring, il était quand même bien servi. Hein. C'est un peu toujours le cas pour les célébrités qui catchent. Ah bah évidemment. Bon, ok, il est athlétique, donc il arrive à faire certaines choses. Oui, Mais ça bon, va heureusement, un peu. il est quand même bien servi. Il faut quand même le rappeler, quoi. Parce que c'est vrai que même, enfin voilà, même des collègues au boulot m'ont dit, il paraît que Logan Paul il a catché. Des gens qui ne connaissent pas et regardent pas du tout le catch, quoi, ont vu ça, quoi. Ouais. Donc, Alors que Bad Bunny, en vrai, en dehors des voilà. États-Unis. Et donc sur Logan Paul et The Miz, moi j'ai lu, alors comme souvent dans le catch, les informations, elles Apprendre avec des sont pincettes. à prendre avec des pincettes parce qu'on sait toujours pas toujours où elles sont les sources, si elles sont véridiques, machin. Parfois elles s'avèrent effectivement véridiques, parfois non. Donc bon, les standards du journalisme dans le catch, ils sont pas toujours au même niveau. Mais et c'est un journaliste qui dit ça. Mais apparemment, le délire du heel turn de The Miz contre Logan Paul, tu l'as bien interprété toi au niveau narratif, donc ça montre que ça a quand même marché. À la base, c'était juste un deal de Logan Paul avec la WWE en disant je veux bien apparaître à l'écran et tout ça en tant que connard. Mais je veux que à la fin, je devienne un héros, quoi. On redorme Je sois le un blason. babyface. Donc voilà, c'est pour dire aussi un peu l'ego du gars, quoi. Mais Ouais, voilà, bon courage, voilà. bon courage pour être un babyface, mais je pense que par contre, Oui. il est en équipe avec son frère, ça peut faire une équipe sympa en vrai. Son frère, le boxeur. Ouais. Son frère, le boxeur. Bon. Donc ça pourrait être sympa si son frère aussi. Je commence à avoir des crises d'urticaire, donc on va venir au main event. Rien de penser à ces évocations-là, même si c'est tout à fait réaliste. Un petit temps quand même sur le Stone Cold. Moi, j'aurais bien aimé juste avant parler un tout petit peu de Cody Rhodes, Seth Rollins, parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais avec plaisir. Et puis en plus, Kevin Owens, Steve Austin, on peut en reparler, mais on en a quand même parlé un petit peu dans notre podcast sur Kevin Owens, justement, parce que c'était l'occasion. Pour Cody Rhodes, Seth Rollins, le match ne m'a pas transcendé, mais c'est vrai que ça portait plus. Ça portait plus vers le gros match de TakeOver ou le gros match presque New Japan dans le côté on enchaîne les finishers, on enchaîne les near falls et tout ça. J'ai adoré, moi. Oui, non mais y a pas de souci. T'as le droit d'adorer. Moi, je suis pas forcément adoré. Mais et puis Cody Rhodes, parce que c'est surtout lui l'homme du moment quand même. J'ai du mal. Enfin, ça fait longtemps que j'ai du mal. Mais on n'a pas parlé de Raw encore. Hein. On n'a pas parlé de Raw encore. Mais on peut peut-être en parler, parce que bon, comme ça, ce sera fait. Mais oui, donc il est arrivé comme si il venait de la EW, c'est-à-dire avec sa musique, son entrée littéralement, et sa personne, quoi. Enfin voilà, c'était le Cody Rhodes de la EW, mais sur un ring de la WWE. Ce qui est malin, hein, parce que c'est ça qu'ils ont acheté, hein. Enfin c'est ça qu'ils ont acquis. Ça aurait été bête de le changer. De le voir conquérant comme ça, pourquoi pas. Surtout qu'à Raw, il a fait tout son discours. J'enchaîne, hein, mais il a fait tout son discours qui était son but ultime. Hein. Enfin, c'était pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de très inattendu. Sur moi, je veux remarcher dans les traces de mon père et gagner le titre qu'il a jamais gagné, le titre de la WWE, blablabla. Tout ça pour dire je veux être main eventer contre Roman Reigns et je veux être babyface. Ce qu'il a toujours voulu être à la EW, et c'est en partie mon interprétation de pourquoi il en est parti aussi. Il y a plein de raisons, mais c'en est une. On en a parlé en long et en large dans notre podcast sur Cody Rhodes. Mais ce qui m'a le plus marqué de ce gros week-end avec Cody Rhodes, c'est ni son match, ni sa promo, mais c'est sa conférence de presse après le match. Ah, ça, j'ai pas vu par contre.
où il est le champion, toute catégorie incontestée, invaincu, invincible de la conférence de presse. Il en a bouffé pendant plus de 2 ans à l'AEW, c'était le monsieur média de l'AEW, donc il connaît les conférences de presse. Il est hyper à l'aise, il est sans langue de bois, mais vraiment, et il est le plus babyface que j'ai jamais vu Cody Rhodes être babyface depuis qu'il a eu sa première ceinture champion du monde NWA, non, après la moustache quand même. NWA, où vraiment il marchait dans les traces de son père, etc. Et c'était très émouvant pour la première fois, parce que la seconde fois, bon voilà, on a déjà vu quoi. Il y a même des conférence de presse un peu dégueulasses qui se vendent là-dessus. En conférence de presse, certes, il est en costume, etc. Donc il y a un petit décalage, tu sens que le gars, il est pas tout à fait dans le même univers que toi, mais il est très nature, il est très dans le contact, il est très calme, il est pas dans l'ostentatoire, il est pas dans l'extraversion, il sait faire de l'humour. Comme il ressemble beaucoup à Paul Heyman dans la façon dont tu le décris. En conférence de presse, j'entends. Non, Paul Heyman, pour moi, des fois, il fait de l'humour, mais tu sais pas si il se fout de ta gueule ou si il veut juste faire de l'humour, quoi. Cody Rhodes, il est vraiment avec toi, il discute. Par contre, juste interromps 2 secondes. Dans ses promos et dans sa promo à Raw, par contre, je trouve qu'il va pas pouvoir rester face très longtemps comme ça. Parce qu'il a quand même un style hyper hautain, tout ça. Je suis d'accord. Et de revenir comme ça, comme s'il avait pas changé de l'AEW, c'est aussi un tort et un défaut, parce que il ne comprend toujours pas ce qui ne va pas avec lui et pourquoi il n'arrive pas à être le babyface qu'il veut être. Alors que en conférence de presse, il est hyper abordable, il est hyper sympathique. Il serait comme ça sur le ring, il n'y aurait aucun problème. Alors qu'effectivement, quand il est sur le ring, il faut qu'il soit hyper dans mon destin, c'est ça, toujours avec son costume et sa Rolex. Donc du coup, tu peux pas trop t'identifier. Surtout jeu d'acteur sur 20, quoi. Et preuve, et oui, jeu d'acteur sur 20, genre il force l'alarme et tout ça, maintenant il en va jusque là, quoi. Putain, c'était un cauchemar, enfin, c'est le cas de le dire. Hein. Et preuve qu'il a, et je terminerai là-dessus, promis, et preuve qu'il comprend pas, encore une fois, où il en est, c'est que quand il est à la conférence de presse, il dit pourquoi je voulais pas rester à l'AEW, c'est pas une histoire d'argent, enfin c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas une histoire d'argent, il fallait que je passe à autre chose, etc. Il disait je voulais pas devenir 15 fois champion TNT. Moi, mon but, c'est quand même d'être champion du monde. Et en plus, quand je me suis mis un bâton dans les roues moi-même, que je me suis sacrifié pour pas devenir champion sous les roues, quand je me suis sacrifié cette chance de devenir champion du monde à l'AEW, justement pour plaire aux fans, et ben tout le monde m'a tourné le dos. Et il était genre effaré, il était en mode j'ai pas compris. Et pourtant, je me suis sacrifié. Mais nous, on attendait que tu sois champion et que tu fasses autre chose, ou que tu deviennes champion par un autre moyen. Enfin, preuve qu'il est dans sa bulle, quoi. Ouais. Tu sais pas jouer, Cody. T'es mauvais. T'es mauvais. Voilà. On va passer, avant de passer à la deuxième ligne, bah non, on l'a annoncé quand même, un tout petit mot. Alors, moi, je vais être en mode unpopular opinion. Pas pour créer de la tension, parce qu'il en faut, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le main event, donc le Kevin Owens Austin, dans le sens où, alors, je suis conscient de ce que je vais annoncer, mais je pense avoir pris un peu trop au premier degré. J'étais très touché par la symbolique, comme beaucoup de monde, que ce soit de la volonté d'Owens de catcher avec son idole, le retour d'Austin sur un ring et pour catcher, etc. Mais c'était de trop, dans le sens où voir Austin aussi diminuer, c'était dur. C'était dur et ça a pas fait le job, même dans la symbolique du mec qui se dépasse, qui offre ça à son public au Texas, etc. Voilà, tous les feux étaient ouverts au niveau symbolique, mais
voilà, moi c'est pas passé. Et il y a un deuxième truc qui fait que c'est pas passé, c'est sa marque signature, hein, le fameux fait d'exploser des canettes de bière et de se les engorger cul sec. Mais on a gardé toute cette gimmick vers le pire du pire de ce qu'a pu être WrestleMania, à savoir, vous voyez venir, hein, Austin Theory, McMahon et McAfee sur la nuit 2. Et le pire bump de l'histoire du catch. Accessoirement, et on avait ce fil rouge comme ça de ce moment de la bière partagée entre McMahon et Austin, clin d'œil, ou au contraire qui lui jetait à la gueule. Enfin, ok, oui, il y avait de la dimension hommage. Oui, on va me dire, Mehdi, tu demandes de la subtilité à WrestleMania, c'est peut-être un peu trop demandé, mais voilà, moi c'est quand même mon petit truc qui m'a saoulé. Je vous rends la parole. Je te répondrai qu'il y a de la subtilité, puisque par exemple, tu remarqueras qu'il y a un truc très intéressant en termes de kayfabe et de la façon dont on vend les finishers, c'est que il y a différents univers et différents registres dans le catch, et que par exemple, quand Stone Cold a fait son stunner le lendemain, ou même d'ailleurs le jour même à comment il s'appelle, Saxton, là, après le match. Oui, tout à fait. Aaron Saxton. Ouais, et le lendemain à Vince, on va mettre de côté, mais surtout à Austin Theory qui l'a très bien vendu, et Pat McAfee qui l'a aussi très bien vendu. Ils l'ont vendu de façon très cartoon, c'est-à-dire comme par exemple The Rock l'avait vendu à l'époque. Ouais, c'est-à-dire en rebondissant. Et ce qui est intéressant, c'est que Kevin Owens, qui lui avait un match un peu plus sérieux avec Stone Cold, et qui lui fait un stunner plus réaliste où les gens ne rebondissent pas quand il le fait, bah, il l'a pas vendu comme ça. Alors qu'il aurait pu se dire, bon, moi mon stunner il est réaliste, mais quand je le vends pour Stone Cold, comme le sien il est pas réaliste, bah, je le vends de façon moins réaliste, mais il l'a vendu de façon plus réaliste. Donc c'était pas le même Stone Cold contre Kevin Owens et contre les autres. Il y avait Stone Cold un petit peu en mode un peu clown. Et là, c'est un Stone Cold un peu plus réaliste avec Kevin Owens. Donc du coup, il y avait quand même des changements de registre assez intéressants, moi je trouve. Voilà. Après, donc pour moi, pour ce que je pense, bah moi j'ai trouvé ça assez parfait, mais c'est parce que en fait, alors je sais pas aussi si toi, Mehdi, je pense que tu l'as pas vu en live, donc est-ce que tu savais qu'il y avait le match avant de voir le main event? Est-ce que tu savais que c'était un vrai match? Non. Enfin, je savais qu'il... Après, je savais qu'il l'avait invité à son show, donc je me doute quand même que beaucoup de monde. Je me doutais moi, j'avais des doutes et je savais pas trop comment ça allait se faire et j'étais inquiet. Donc déjà, il y a un truc tout bête, c'est vrai, c'est pas le même genre de ressenti. Ils ont très très bien fait, c'est que plus ça allait, ils ont vraiment teasé le truc et donc on se demandait pourquoi ils n'avaient pas voulu annoncer qu'il y a le match avant. C'est parce qu'ils voulaient cet effet où ils allaient annoncer devant le public. Et en plus, ils ont même, en fait, c'était un peu une position impossible à promouvoir, mais en fait, au début, ils ont laissé sous-entendre qu'il allait avoir un affrontement physique pour que les gens aient envie de voir WrestleMania. Mais en fait, ce qui, moi, m'a beaucoup inquiété, dans le Go Home Raw de lundi, il y a une semaine, avant WrestleMania, Kevin Owens a désamorcé le truc en disant, alors qu'avant il avait dit viens dans mon KO show et je vais te tabasser la gueule, et là il a dit non, on va discuter, ça va être tranquille, et si tu tentes un truc, alors là attention à toi. Donc je me suis dit oulala, il commence à rétro-pédaler, donc ça se trouve en fait il va pas du tout y avoir de match parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas et tout, et alors moi j'étais très inquiet. Et ils ont fait ça parce qu'ils voulaient vraiment en fait que ça commence comme un truc où il n'y avait pas de match et que le public n'y croit pas trop et qu'ils disent bon bah en fait ils voulaient toute la progression où Stone Cold annonçait le match et pour moi ça fonctionné hyper bien et c'était hyper progressif parce que il y a eu l'annonce du match et après quand le match a commencé et quand ça a juste commencé que l'arbitre est arrivé, je me suis encore dit, moi je dois toujours pessimiser, j'ai toujours peur que ce soit le pire. Je me suis dit, ça se trouve, le match va commencer, et hop là, Stunner, et c'est fini. C'était une possibilité, hein, je veux dire, ils auraient pu faire la blague, c'est pas impossible. Hein. Donc quand il a commencé à donner des droites à Owens, je me suis dit, ok, donc c'est un vrai match. Et plus ça allait, plus on se disait, mais attends, mais ils vont de plus en plus loin, là, maintenant, Stunner se prend un bump, prend un suplex sur le bitume, enfin... donc comme le match, en fait, a
était construit sur l'idée que plus ça allait, plus il allait plus loin que ce qu'on pensait qu'il ferait. Pour moi, du coup, c'était jouissif, quoi. Je veux dire, en fait. Donc, j'ai pas vraiment jugé le match sur des qualités vraiment. Ouais, je comprends mieux, mais c'est vrai que t'avais quand même un ensemble d'éléments, dont le direct, qui faisait que c'était beaucoup plus vendeur. Mais j'entends tout à fait. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, moi, Mickaël. Moi j'avais très peur. L'histoire de l'invitation, on avait tous peur que ce soit juste un stunner et bye bye ou ce genre de choses, ou un truc un peu hybride, voilà. Quand ils ont annoncé non mais on va faire un match, etc. Bah déjà tu te dis ok, ça va être un match, donc symboliquement c'est vraiment aller au-delà de la promesse de Steve Austin que son dernier match ce soit celui de WrestleMania 19 contre The Rock. Parce que on est dans un monde où n'importe qui peut sortir de sa retraite, même des gars comme Shawn Michaels qui n'en avaient pas besoin, etc., pour aller en Arabie Saoudite. Et donc on va jusque là. Donc en plus, il y a le crescendo, etc., qui est impressionnant et qui était vraiment jouissif, comme tu le dis. Et je pense que ça servait aussi pour Steve Austin et pour les fans de pas le déclarer comme un match. Pour Steve Austin, pour pas qu'il se mette la pression. Parce que quand même, mine de rien, même s'il est entre guillemets en forme physiquement, il a plus de 50 ans. Il y en a des gens dans ses bières. 57. Et puis, voilà. Et puis, pour les fans, parce que justement, si t'annonces le truc comme c'est un match de Steve Austin à WrestleMania, il sort de sa retraite, machin, tu t'attends forcément, même si tu te dis ça va pas être le match du siècle, tu t'attends à un truc, un match, quoi, un match de catch avec un début, un milieu, une fin. Et du coup, ton attente va forcément ou pas, mais il y a peu de chances qu'elle soit pas surpassée, enfin elle soit pas dégueulassée par la performance, mais forcément quand tu regardes le match avec une telle attente, tu peux pas avoir ce côté jouissif, quoi. Et je trouve qu'ils ont, pour une fois, franchement, ils ont vraiment bien joué le jeu. Ils ont bien organisé leur truc. Et ça a bien fonctionné, je trouve. Pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Et ouais, c'était vraiment parfait parce il a fait un truc qui est assez compliqué, c'est il est très fort pour faire ça, et qu'il était dans un registre, il était juste ce qu'il faut de sérieux quand il fallait. Mais en même temps, en fait, le match n'était pas complètement sérieux. Par exemple, le dernier spot du match, où avant de se prendre un stunner, il tape avec une chaise dans la corde qui lui revient dans la tête. C'est parfait parce que c'était à la fois un peu réaliste, c'était une erreur qu'il commettait qui lui coûtait le match, donc presque ça le protège un peu, et en même temps c'était vachement comique. Et puis c'est une référence, quoi. C'est une référence à combien de fois The Rock il a fait ça contre Austin et tout ça. Voilà. Et du coup, non, moi je trouve que c'était quand même assez, parce que moi c'est ça la crainte que j'avais, c'est est-ce que c'est valorisant pour Owens au final, ou est-ce que c'est un clown? Et je trouve que, je pense que Owens, ça a fait d'Owens une plus grosse star, clairement. C'était pas comme si c'était un segment avec Elias ou Baron Corbin qui se faisait ridiculiser ou alors ce qu'il y a eu le lendemain. Autant le lendemain, par exemple, ouais, on va en parler. Oui. On va en parler. Non, mais de toute façon, à la nuit suivante aussi. Alors, oui, justement, j'y arrivais, mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir votre éclairage, messieurs, parce que c'est, moi, je le dis, hein, c'est pas du tout, je le précise pendant les émissions pour ceux qui croiraient ça, hein, c'est pas dans une dimension de me sous-estimer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que Mickaël et Félix ont une très grande culture catchesque, et moi, je suis toujours très heureux, le premier, hein, je suis un peu le premier fan à les entendre, dans le sens où ça donne vraiment un éclairage subtilité. Ça me fait pas changer de mon opinion dans la réception du match, mais c'est un éclairage qui est vachement chouette. Typiquement, je repensais plus du tout à ces moves du Rock avec la chaise contre Austin. Donc voilà, les reminders, c'est aussi un truc important et intéressant dans la culture. Nous arrivons donc à la deuxième nuit. Félix, justement, ensuite. Ah bah moi, ça va être bref. Hein. Moi, Allez. ça va être bref sur la deuxième nuit. Je regarde la carte parce que je me souvenais pas. J'ai vu très brièvement, j'ai pas vu aussi avec autant de concentration cette nuit-là. J'ai vu
surtout des extraits. J'ai vu la fin de McMahon, Pat McAfee avec le stunner le plus horrible du monde, mais en même temps Vince McMahon qui se dit je vais catcher et qui après va se prendre un stunner alors qu'il a plus de 70 ans. Bah forcément gars, faut arrêter l'hypervirilité, c'est bon, au bout d'un moment, c'est pas grave quoi. Tu peux arrêter, t'as le droit de prendre ta retraite. J'ai vu des extraits de Johnny Knoxville et donc de Jackass et Sami Zayn avec le coup de la main géante, etc. Et qu'est-ce que j'ai vu et c'est tout. Voilà. Alors, ok. Preuve que ça m'avait vraiment très intéressé cette. Écoute, ça se voit, ça s'entend. Alors, Mickaël, toi, peut-être des illusions en un match et hype en un autre match. Alors, est-ce qu'il y a de toute façon, le seul match que j'ai vraiment aimé, c'est Style Edge, qui est quand même assez sympa. Ouais. Sinon, clairement, en termes de catch, de toute façon, cette deuxième soirée était clairement beaucoup plus entertainment et beaucoup moins catch, on va dire. La grosse déception, c'est quand même le main event qui était complètement plat. Et je ne comprends pas trop comment on peut arriver à... Parce qu'en général, il y a un mec... Vraiment, il était blessé, Roman Reigns. Oui, mais je ne comprends pas, parce qu'il n'avait pas l'air blessé après. C'est vrai que sur le coup, j'ai vu des photos où il a un... Comme si c'était craqué un muscle ou un truc comme ça, ouais. Bah, ironiquement... Avant ça, c'était pas fou non plus. Alors peut-être qu'il y avait une suite qui était prévue, qui était vachement bien, mais pour un match de Lesnar, en général, moi j'adore Lesnar et ces matchs sont hyper excitants, quoi. Donc là, il y avait un côté. C'est aussi le fait que Lesnar trouve qu'il soit pas forcément aussi dominant parce puis que c'est un babyface. Pour la première fois depuis des années, c'est un babyface. Ouais. Et ouais, non, moi aussi, je dirais même par rapport à ton interprétation, Félix. Non, mais en plus, à un moment, il te vendait... ironiquement, on parlait de Roman Reigns qui est blessé, mais Lesnar, même dans le selling, te vendait une blessure à la côte ou à la hanche qui était autrement plus crédible que effectivement que le catch de Reigns, blessé ou plat. Ah, très joli lapsus, blessé ou pas, pour reprendre effectivement l'expression tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bah effectivement, moi pas grand chose. Je vous avoue que c'était un peu la nuit du facepalm. Je vais être un peu dans de l'acharnement. Je suis désolé. Franchement est-ce qu'on peut dire la nuit de trop? Ouais, clairement, vraiment indispensable. Et pourtant, l'année prochaine, ce sera la même chose. Hein. Parce que Johnny Knoxville contre Sami Zayn, alors d'accord, c'est raccord avec le personnage de Sami Zayn, c'est l'instant comédie relief pour les enfants et tout ça. Ouais, mais il y avait quand même, en fait. Alors moi, j'ai pas vraiment aimé parce que déjà, j'aime pas Jackass et que je trouve que le problème, c'est qu'aux États-Unis, je pense c'est des gens qui connaissent depuis des années. Bien sûr, voilà, c'est quelqu'un de la famille, quoi. Alors que nous, comme on s'en fout, et que moi, Jackass, je trouve ça malsain et je l'aime pas trop. Donc du coup, déjà, ça pose problème. Après, en fait, Zayn a quand même fait, compte tenu, et j'ai vu qu'il a été vachement quand même applaudi pour tout ça, compte tenu de ce qu'on lui demandait de faire, c'est quand même un match qui a été hyper bien bossé, avec plein de créativité et tout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... C'est difficile d'imaginer une meilleure adaptation du concept de Jackass en un match de catch. On est d'accord que c'est pour ça que j'insiste bien sur si t'étais venu chercher autre chose, mais là c'était l'instant comique. Bon, oui, au niveau cahier des charges, c'est vrai que c'était une bonne transcription du guest dans quelque chose de cohérent, contrairement à ton fameux copain Félix, qui est animateur de Late Show à l'époque, qui avait une feud avec Rollins interminable et super lourdingue là. Comment s'appelle-t-il? Stewart là? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc pourquoi mon copain? Je sais pas, tu l'aimes bien, non? Non, j'aime l'acteur Jim Stewart, mais Jim Stewart, je m'en fous. D'accord, autant pour moi. Donc voilà, après, effectivement, Bobby Lashley qui a réduit un truc bidon avec Omos. Oui, c'est vraiment naze. Ouais, seul truc réjouissant, pas le match, mais le fait de voir Naomi gagner un titre.
après effectivement une longue traversée du désert. Et je pense effectivement le seul truc à sauver, c'est le Edge contre AJ Styles, parce que entre le McMahon McAfee, qui est une catastrophe sans nom, et il n'a duré que 3 minutes 45, pourtant j'ai eu l'impression que c'était une éternité, et le Roman Reigns Lesnar, non mais Reigns, ça fait des années que je le dis, mais c'est plus possible, quoi. Bref. Voilà. Bon, ça fait pas terminer sur une super note. Bah, on peut peut-être. Et moi, j'ai en une note de oui. fin, si vous voulez. Bah, on a On n'en a pas parlé. On a le Raw aussi. Ah oui, mais le Raw, bon. Ok. Voilà. Je vous laisserai en parler. Moi, j'ai déjà fait ma part avec Cody. D'accord. Non, on n'en a pas parlé, mais le WrestleMania Weekend, c'est aussi le Hall of Fame. Oui, voilà, oui, j'allais dire ça. C'est vrai. Moi, bon, il n'y avait pas grand-chose de foufou au Hall of Fame, parce que maintenant, ils estiment que chaque discours d'introduction au Hall of Fame doit pas dépasser les 5 minutes, donc il se passe plus grand-chose de très intéressant. Parce que autant... Voilà, c'est ça. Arrête de spoiler. Hein, on dit que c'est moi qui spoil, mais c'est toi qui spoil. Autant des fois on peut se taper des discours interminables comme Mr. T sur sa mère. Autant parfois il y a des trucs comme avec Jake Roberts ou Scott Hall qui nous a quittés il y a pas si longtemps, qui peuvent être extraordinaires quoi en termes de. Ou Mark Henry. Oui, par exemple, Mark Henry. Il a été au Hall of Fame, je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas. Mais enfin bref. Sauf pour l'Undertaker qui a eu, mais genre, plus d'une demi-heure. Et c'était très bizarre. Non mais... C'était un TED Talk déjà. Oui, voilà, c'est ça. Mais il veut me griller la priorité, lui, ou quoi? C'était... déjà, on le sentait très ému. Mais comme c'est le Texan hyper viril, hyper conservateur, il va retenir toutes les larmes de son corps dans sa tête. Il pleure pas, il transpire des yeux. Ah non, ouais, voilà. Mais il transpire même pas, des yeux, il transpire pas. Qu'est-ce qu'il va transpirer? Il a pas de sueur, l'Undertaker, c'est un homme, hein, je te ferai dire. Et un zombie même. Hein. Mais oui, un mort-vivant. Et donc le public l'applaudit. Pendant des heures, enfin ce qui semble être des heures, d'abord parce que vraiment c'est l'événement, enfin c'est l'Undertaker qui est au Hall of Fame, ça y est quoi, c'est un truc qui était dans les cartons, dans la tête des gens depuis, dans les cartons aussi, dans la tête des gens depuis des années. Ça y est, on arrive vraiment à la fin de sa carrière et donc il y avait vraiment ce côté communion avec le public, mais qui est devenu vraiment presque incontrôlable, où l'Undertaker il avait pas envie ou il savait pas comment arrêter le truc, parce qu'on sentait qu'il voulait y aller quoi. Plusieurs fois il se met au pupitre, tu sens qu'il va parler et finalement il laisse faire le public, il se laisse complètement submerger par le truc. Donc un gars qui avait le public dans sa main pendant des années, là tu sens qu'il le perd. Et ça débarque. Tu t'attends à ces premiers mots qui soient iconiques, etc. Parce que t'as eu toutes ces minutes de clap et de chant et tout ça. Et puis il commence un TED Talk quoi. Il commence un truc à l'américaine, tu sais le motivational speech avec ces 3 trucs pour réussir dans la vie. Du coup, c'est ni l'Undertaker ni le Texan pro-arme qu'on a ces dernières années, mais c'est un autre gars. Et donc le discours est super chelou, avec des private jokes, mais sans que ce soit des anecdotes vraiment intéressantes à retenir pour tout le monde, où vraiment il balance un nom, et puis le gars qui est identifié, il rigole, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Zoom sur la caméra, garçon. Exactement, donc les gens sont gênés de ouf. Genre Kane, il avait l'air gêné de fou. Il a fait des blagues assez simples et compréhensibles sur Kane. Ouais, mais il y en avait qui l'étaient pas quoi. Et à la fin, alors que c'est censé vraiment clôturer sa carrière, genre je vais la clôturer en étant vraiment sincère avec vous, en vous donnant des conseils dans la vie, après tout ce que j'ai vécu, machin. Eh ben, il remet son chapeau, il fait son petit numéro, et il dit ne jamais dire jamais. Et il s'en va.
c'était le truc le plus bizarre que j'ai jamais vu, je crois. C'est quoi ce VRP qui a pris la place de l'Undertaker? Voilà. Ok, Et d'accord. on vous invite quand même à écouter notre podcast sur l'Undertaker. Malgré tout, Ah, c'est la Donc ça fin. tourne mal. C'est mieux que la fin de sa carrière. Le mec qui a pas les chevilles qui enflent. Ouais, Michael, excuse-moi. Non, moi je pense que c'était pas tant le contenu du discours il était pas si bizarre le contenu du discours. Je pense que c'était, alors oui, il y avait le côté TED Talk mais en fait c'était quand même assez, au final assez traditionnel. Il a parlé de sa carrière, il a parlé de ses amis, tout ça. Bon, voilà. C'est la manière de le Oui, voilà. faire. Ça vient vachement du fait qu'il a voulu, je pense, mais pour une raison ou une autre, je sais pas, mais il faudrait lui demander, mais plutôt que de le faire au pupitre, il a voulu avoir un micro et marcher, en fait, de droite à gauche. Et c'est ça qui fait hyper conférence, genre marketing. C'est même plus le côté structuré, genre, mais 3 trucs dans la vie, mais 3 trucs pour réussir psychologiquement, tu vois. Oui, mais ça même plus que donner l'impression que le début, où il a attendu hyper longtemps, on a l'impression qu'il avait pleuré. Et j'ai presque l'impression du coup que c'était hyper chiqué parce qu'il avait l'air tellement en contrôle pendant son discours qu'on a l'impression qu'il avait juste préparé ça depuis 2 ans et qu'en fait il n'y avait aucune émotion, que c'était complètement tout préparé, du par cœur, tout. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Mais ceci dit, j'ai trouvé son discours assez intéressant et qui fonctionnait quand même bien. Enfin, j'ai pas trouvé ça insupportable à avoir, quoi. Pas dit insupportable, j'ai dit étrange. Ouais, c'était un peu bizarre, c'est clair. Voilà, étrange. Eh bien, on termine très rapidement sur le Monday Night Raw qui nous est tombé dessus lundi dernier au moment où nous enregistrons. On va pas revenir sur Cody Rhodes et son côté. Alors moi, le truc qui m'a complètement sorti dans son discours, c'est le moment où il voulait s'inscrire sur les traces de son père. D'accord, mais quand le mec te vend avec un décalage astronomique, le mec qui était le héros du peuple face à lui, qui est une espèce de VRP du libéralisme à la Barney Stinson, bon, moi ça m'a fait rire, ça c'est la petite remarque cinglante qui va bien. Et puis on a eu aussi Ezekiel là avec le Elias sans barbe, où tout le monde évidemment a capté, sauf genre Owens qui lui l'a complètement cramé et donc on arrive à un truc complètement absurde où finalement Owens commence à lui faire si tu t'en vas pas je vais te casser la gueule, et au bout du décompte de 10 il sort du ring. Enfin, c'était tellement malaise, c'était affreux, et surtout je suis pas d'accord, mais bon. D'accord, vas-y du coup, comme ça j'égrène pas les autres instants du. Non, moi j'ai trouvé ça assez drôle. Après, ce qui me gêne, c'est que Owens soit dans un segment avec Elias juste après son main event de WrestleMania, mais le segment en lui-même, j'ai trouvé qu'il fonctionnait très bien. Après, c'est juste que j'ai pas envie qu'il ait une rivalité avec Elias, quoi, ou Ezekiel. Mais par contre, le segment, moi, j'ai trouvé très drôle. J'ai trouvé que le fait qu'Owens ne joue pas du tout le jeu, c'est plutôt marrant. Et que Elias, Ezekiel en train de faire, et il est pas mauvais en comédie. Enfin, non, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, ce segment. C'est juste que, en termes de direction, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais par contre, le segment, il parlait bien. Ouais. Écoute, comme on le dit, t'es souvent la voix de la sagesse. L'avenir le dira. J'ai tendance un peu à m'enflammer, mais là, j'avoue qu'à chaud, ça m'a au secours. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, justement, on parlait d'NXT. Dolph Ziggler qui perd son titre aussi vite qu'il l'a conservé contre Braun Breaker, qui a failli d'ailleurs perdre. Par contre, c'est catastrophique. Ouais. Je pense que le plus bas qui a été NXT en termes de valeur du titre. Le fait de défendre le titre. Déjà, c'est la première fois que ce titre est défendu en dehors de NXT. Oui. Et le fait qu'il soit défendu, mais comme un limite en mode 24/7, dans un match de 5-10 minutes, dont tout le monde se foutait, t'as un côté genre, NXT, c'est mort. Enfin, moi, je disais, justement, j'étais dans le discuter avec Guillaume, et je disais, ça m'étonnerait pas je serais pas du tout surpris là si dans 2 semaines on apprend que NXT est cancelled, parce que là on a pas l'impression que le seul avantage que je vois là-dedans, j'ai pas vu le match, j'avais vu le résultat après. C'est l'idée peut-être
de montrer Braun Breaker victorieux à Raw, quoi. En mode wink wink, il arrive bientôt, quoi. Pour le mettre en valeur sur cette plateforme-là, quoi. Ça a eu tellement pas l'air important Non, c'est que clair. ça n'est pas du tout en valeur. Hein. Et déjà, je dis pas que c'est le résultat oui, on concret, pourrait- mais le- l'objectif affiché en tout cas. Le gros problème, j'ai l'impression que Vince McMahon n'a pas compris. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre podcast sur Owens, c'est que Vince McMahon, il est loyal. Donc, à un moment donné, il finit par donner des trucs à ses fidèles soldats. Donc là, il donne des trucs à Ziggler. Il fait taper un règne NXT sorti de nulle part. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que Ziggler, en fait, alors oui, il vend bien, donc il peut mettre en valeur un mec assez puissant parce qu'il va vendre ses coups. Mais quand as un match, en fait, Ziggler, c'est pas du tout quelqu'un qui donne l'impression d'être fort. Et quand tu as un match, tu as un mec qui est censé être assez fort, qui a un match un peu long contre Ziggler, et que tu le vois vendre les prises d'endormissement de Ziggler pendant 3 minutes, ça ne valorise pas du tout l'adversaire de Ziggler, mais du tout. Et je trouve que Ziggler, c'est un survivant, Ziggler. C'est là où il a été très bon. C'est le fameux 4 contre 4, je crois, ou 5 contre 5, je sais plus, où il avait tenu jusqu'à l'arrivée de Sting, qui les avait sauvés à l'époque. Mais c'est pas, ouais, on est d'accord. C'est pas du tout. Il est pas là pour vendre ça. Et puis Braun Breaker, au-delà de ce que tu dis, Félix, qui est cohérent, mais c'est simplement que tout le monde s'en fout, mais ça, c'est aussi le but de la démarche, hein, j'ai bien compris dans ce que tu dis. Et puis 2, il a failli finir à poil aussi, hein, sur une note beaucoup plus triviale. Il a failli perdre sa grenouillère, là. Donc effectivement, c'est un peu fail à tous les étages pour... Ah bon, quand ça? Bah, pendant le match, Ah oui, moment, en fait, il y a Bobby Rhodes qui s'est pris les jambes dans sa grenouillère et... Je veux pas donner l'impression que je suis ce genre de choses. Mais de toute façon, il a déjà terminé cul nu. Quand il a perdu son titre contre Ziggler, il a eu sa tenue virée. Enfin, on a vu la moitié de son cul déjà. Donc ça, on sait pourquoi. Parce que le booker de NXT, c'est Shawn Michaels, qu'il a toujours kiffé montrer son cul. Donc c'est possible. Il doit se dire, j'ai une super idée pour ton match, voilà, tu vois. Il sait comment on devient une star, en mettant en valeur ses attributs. Je crois qu'on continue de s'enfoncer, d'enfoncer Raw avec nous. Voilà, donc rien de bien folichon. Ouais, si on veut continuer d'aller dans les tréfonds, la rivalité Zelina-Carmella, par rapport à... Oh non, c'est pas la peine d'en parler. Non. Mais il y a MVP Lashley et Omos, là. Alors, oui, ouais. C'est un bon move. Moi, c'est un bon move, je pense. Parce que c'est pas mal. Omos, on a plus besoin d'un MVP. Moi, clairement. Lashley, je trouve ça. Moi, j'ai toujours été énervé parce que Lashley, pour moi, ça fait 6 mois qu'il aurait dû, voire 1 an, qu'il aurait dû être face. Et il le gardait heel, mais je sais pas pourquoi, alors que toute l'histoire autour de lui, quand il était contre Goldberg et tout, même contre Lesnar, je sais pas, pour moi, c'est lui le face, en fait. Ils n'arrêtent pas de montrer son passé de militaire, le fait qu'il soit vachement irritant et tout. Donc, ok, c'est le face. Et derrière ça, il y a une MVP qui balance des trucs au public pour nous montrer qu'il est toujours heel. J'ai jamais compris. Donc là, il est enfin face. Tant mieux. Et du coup, il a plus besoin d'MVP. Et par contre, MVP va certainement faire des bonnes choses avec Omos. Mais je pense qu'Omos, à mon avis, ils ont un peu vu les limites et je sais pas si... Clairement. Carrière très très florissante maintenant. Clairement, ouais, vraiment, ça c'est le constat là-dessus. On a eu quand même intéressant enfin je demande à voir, intéressant c'est un grand mot, mais l'alliance entre Edge et Damian Priest, que voilà, je demande à voir, je suivrai de loin parce que ça peut apparemment c'est que le début, il y aura d'autres membres. Ouais. Non mais d'ailleurs par contre je me suis fait une remarque, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que ça faisait très Aleister Black Connection voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Ça, j'ai pas compris pourquoi les gens comparaient, mais ils sont pas du tout. Les autres, ils sont tatoués et tout, et là, ils sont en costume.
Ça, je vois pas le rapport en fait. Ouais, mais c'est le côté dark et tourmenté. C'est le Oui, côté. mais comme toutes les stables depuis 35 ans de catch, quoi, je veux dire. Ouais, mais je sais pas. Dans la construction vénère Oui, et tout. depuis le début, on va voir quelle tête ça va prendre, mais Ouais, on en même est. temps, quand tu vois la promo de Edge avant WrestleMania où il est dans une salle hyper sombre et tout ça, Ouais. forcément que la comparaison elle est facile, mais Mais pour l'intérêt, c'est que pour Price, ça peut être qu'une bonne chose, hein, ah oui, parce que c'est là, clair. Et puis il ça va être donne un avec truc Edge. nouveau, ça donne un truc nouveau pour Edge aussi, tu vois. C'est pas Ouais. si mal. Je te trouve dur avec Damien Priest. Moi, je sais pas. Alors, effectivement, là, pour l'instant, il était pas supra mis en avant, mais le mec continue de rouler sa bille et là, c'est sûr Ouais, que ça va vachement le booster. On est d'accord. C'est sûr, être aux côtés d'Edge, ça peut être que tout bénef. Mais c'est un super push. Mais ça va quoi. Le mec est pas non plus complètement à la rue. Ils étaient à la rue, ils savaient pas comment le booker depuis qu'il est dans le main roster. Hein. Ce Bah, banco depuis Je suis pas d'accord. WrestleMania l'année dernière avec Bad Bunny en fait. Moi, là-dessus, je suis pas ils trop ont d'accord. commencé par en faire l'ami des latinos. Donc Bah dès ouais. qu'il y avait un latino, Oui, il c'est était ça. là à être pote. Donc et après c'était schizo religieux chelou, mais on savait pas trop s'il était face ou heel. Enfin pour moi, il a jamais en tant que personnage, il a jamais fonctionné. C'est le genre de mec typiquement. Il est doué dans un ring et tout, il peut faire des promos, mais Ouais, et puis il sait pas comment le situer comme personnage. Donc du coup, s'il trouve pas un truc, et c'est vrai que ça pourrait aider. En général, ça peut aider d'avoir une stable dans ce genre de cas, quoi. et puis quand Finn Balor et Ricochet qui sont champions US et intercontinental sont absents totalement de WrestleMania sur 2 jours, d'être dans la mid-card au même niveau, parce que Damian Priest, il était aussi champion américain, donc il était à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment pas bon plan, hein, je pense. Hein. Oui, c'est sûr, Donc, comme je disais, ça lui fera que du bien en termes de cohérence. Là-dessus, je vous rejoins, même si je trouve que bon, je maintiens qu'il roulait sa bille, mais on a l'idée pour ne pas tourner en rond, et puis on termine par, on va dire, la fin du soufflet qui se casse la gueule. Roman Reigns qui se fait lister son CV une fois de plus par Paul Heyman, quoi. Voilà. la routine habituelle, quoi. Voilà, c'est ça, la routine habituelle. Je crois que c'était pareil l'année dernière. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont un peu abandonné l'idée de faire des héros d'après Mania hyper dingues avec plein de surprises et tout et tout. J'ai l'impression qu'ils veulent un truc à peu près normal maintenant. Ouais, j'ai l'impression aussi. Et dernier truc, pareil, je vous demanderai votre avis là-dessus. On n'est pas sur du catch, mais au secours, le nouvel habillage de Raw, visuellement, Fais gaffe. il est Ah dégueulasse. non, j'ai même pas vu, ouais. Moi. Il est vraiment, Rosieté, moi je le trouve dégueulasse. Mais vraiment, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas été en mode rejet. Dieu seul sait que je sors tout juste de mes crises d'épilepsie avec NXT 2.0, mais là, on est vraiment sur du dégueulasse pur, au-delà des effets de lumière. Bref. On n'a pas parlé de Braun Breaker qui scie le X de NXT avec des lunettes de protection. Permanent Deliver, c'est assez ridicule. Ah oui, avec la scie sauteuse et tout, là. Ouais, avec la scie sauteuse, comme tu dis. Ouais, voilà. je laissais le placer parce que moi aussi j'ai eu mes petits trolls, mais pas grand chose à rajouter. Et bien voilà, c'était un gros tour, hein, évidemment. Il y a quelques instants, je disais non mais les gars, vous en faites pas, on dépasse pas 1 heure, mais avant qu'on ne commence, mais on a toujours la générosité et le plaisir de se retrouver, de parler ensemble. Michael, un grand merci comme d'habitude. Merci. Et Félix, pareil, hein, l'ami en chef, le monteur, l'animateur, trop de casquettes, l'auteur, voilà, il est incroyable. Suivez-le sur l'exception catchesque, suivez-le sur The Alt, sur Facebook, mais faites gaffe aux spoilers. Suivez-le sur Twitter. Ah bah oui, je peux pas être parfait non plus. Hein. Voilà, suivez-le sur Twitter, le sien et celui du Catchacast évidemment. Et puis allez
aller faire un tour, voir si son travail vous plaît, donner des sous à notre cher Michael, a.k.a. Orioto de sa plume d'artiste, qui a également un patreon.com/Orioto si vous voulez, et si le cœur vous en dit, et si vous voulez vous faire un avis. Il y a beaucoup d'illustrations en gros HD, Ultra HD, 4K, 2000p, je dis n'importe quoi, mais voilà, si vous n'êtes pas prêt à passer à la caisse directe, vous pouvez avant voir ces visuels de reprise d'univers pop et surtout jeux vidéo à sa sauce. Voilà, c'est bon, mangez-en. Voilà les amis, je sais pas si vous avez une dernière chose à dire, un message à faire passer à un voisin, une voisine, c'est maintenant. Sinon, on va, je pense, se laisser là-dessus et se retrouver, on l'espère, très bientôt. C'est ok pour vous? Pas grand-chose à dire à part au revoir? Bon. Ah, ça va. Eh ben c'est parfait. Prenez soin de vous. Ne vous faites pas stunner par les événements et tous les petits virus qui traînent en ce moment. Et à bientôt. Ciao ciao. Salut. Ciao.